Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube et on se retrouve aujourd'hui avec la critique des deux premiers épisodes de la saison 7 et dernière saison de la série The 100, The 100, les 100, vous appelez ça comme vous voulez. Moi je dis souvent The 100 donc voilà, je sais très bien que c'est pas ce qu'on doit dire, on doit dire The 100. Je ne peux pas m'en empêcher, je suis désolé, le franglais vaincra. Alors, cette vidéo sera full spoiler, donc si vous n'avez pas vu ces deux épisodes, fuyez. Alors déjà, pourquoi je vous ai pas fait une vidéo sur le premier épisode? C'est une vraie question. Il faut savoir que j'ai raté la sortie du premier épisode, j'étais pas du tout au courant que ça sortait déjà cette semaine, je n'avais pas du tout suivi la durée de la sortie de cette série, surtout qu'elle sort vraiment un peu comme ça, là hop, elle sort. Après en fait, l'année des sorties de séries, toutes les séries de la CW, elle sort après. Et donc je l'avais raté. Donc je me suis fait en fait les deux épisodes d'un coup, d'une traite, un soir. Et c'est l'occasion d'en parler ce soir. Et surtout, ce que je voulais vous dire pour préambule, c'est que je suis bien content de le faire au deuxième épisode parce que j'aurais été un peu déçu de vous faire au premier. Parce que la grosse révélation qui m'intéressait, on ne l'a eu qu'au deuxième épisode et on ne l'a pas eu au premier. Et ce qui fait que le premier épisode qui était tout à fait intéressant, il y avait des choses intéressantes dans ce premier épisode, disons que ça a été pas forcément la meilleure expérience que j'ai pu avoir devant The 100. Et ça avait été d'ailleurs la même chose l'année dernière, enfin quand on avait eu la saison précédente, où The 100 avait commencé avec un premier épisode qui m'avait pas qui m'avait énormément plu, et le deuxième moins, ou je sais plus, c'était l'inverse. En tout cas, il y avait eu un début de saison un petit peu compliqué. Et là, dans cette saison, le début est intéressant, et en même temps, vu que moi je me suis pas refait la série depuis un an, j'espère pouvoir me la refaire quand la série sera terminée, de pouvoir me refaire l'intégrale. J'étais un peu perdu, je vais pas vous mentir. J'ai été un peu perdu. Ce premier épisode m'a mis un peu en difficulté. Parce que par exemple, voir Clark, sa famille, ses amis dans une baraque, alors qu'on les avait laissés dans une situation un peu de crise dans l'épisode précédent, enfin dans la saison précédente, avec toute une royauté qui s'était effondrée, on peut le schématiser comme ça. C'est vrai que là, ça faisait un peu petite maison dans la prairie, tout va bien, etc. Et donc, je comprenais pas comment on avait pu passer, surtout qu'il n'y avait pas l'air de s'être passé du temps entre les deux événements, parce que les deux événements semblaient être très proches, puisqu'on te parlait de la condamnation des anciens dieux. Donc, ça semblait être très proche, question timeline, et en même temps, tu avais l'impression qu'il s'était passé longtemps et qu'on était dans une période de paix, voilà. Et en fait, c'est que j'étais un peu... je comprenais pas vraiment ce que la série voulait me raconter à ce moment-là. Et c'est qu'en fait, ce bloc-là, en fait, ça sert pas très bien dans la suite de l'épisode. Parce qu'après, on va revenir au palais et on va revenir dans le bordel. C'est-à-dire que dès qu'on revient au palais, on revient dans le bordel que moi j'avais laissé. Et donc ça m'a semblé familier et je me suis remis dans la série à ce moment-là. Et le début, je vous le cache pas, ça faisait un peu petite maison dans la prairie, je suis pas sûr d'avoir compris. Voilà, vraiment que la situation en tout cas de Clark était aussi favorable à ce moment-là, ça me semblait pas être aussi évident. Voilà, c'est que mon avis, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires si pour vous, ce début vous a semblé un peu surprenant. Puis, il y avait donc cet arc scénaristique voilà, autour de Clark et autour des anciens dieux, qui était très intéressant et pour moi qui était pas loin d'être conclu ou conclu, on allait savoir plutôt les conséquences de ça. Et par contre, il y avait un arc scénaristique qui n'était pas du tout conclu et où il restait d'énormes mystères. C'était bien sûr cette zone étrange dans laquelle Octavia avait disparu, on ne savait pas vraiment ce qu'il y avait dedans, il y avait un mystère, il y avait même une autre langue, enfin il y avait plein de choses qui étaient abordées dans cette... Et moi j'adore ça, j'adore ces séries à mystère, je suis très fan de Lost pour ceux qui le savent, et forcément ça m'a rappelé un peu Lost, c'est-à-dire que on te donne des mystères au fur et à mesure, on essaie de les comprendre, pourquoi il se passe ceci, etc. Alors, ils n'ont pas le temps comme Lost d'étirer des mystères comme ça pendant longtemps, mais c'est pas très grave, rien que le fait déjà d'avoir à chercher, de me dire tiens, pourquoi ils ont fait ça ici, c'est assez intéressant. Et donc on savait que Octavia avait disparu et on attendait en fait de savoir comment ça allait tourner, qu'est-ce qui allait devenir pour les personnages, est-ce qu'ils allaient la retrouver, où est-ce qu'elle est passée, etc., etc. Et en même temps en plus on avait une autre personnage qui lui par contre elle était arrivée de cette zone. Donc là, on s'est dit, tiens, c'est intéressant. Enfin, moi, en tout cas, ça m'a semblé hyper intéressant sur le coup, parce que on découvre un nouveau personnage qui va peut-être pouvoir nous apporter des informations sur cet univers. Et, coup de malchance, l'épisode commence en fait avec une amnésie. Le personnage souffre d'amnésie et ne se souvient pas de ce qu'il y avait dans la zone. C'est-à-dire qu'elle se souvient de rien. Elle a même un truc planté dans le bras avec un message à l'intérieur qui lui dit « Fais confiance à Bellamy ». C'est-à-dire que elle n'a littéralement aucun souvenir,
Sauf que le truc qu'elle a dans le bras lui dit de faire confiance à un personnage que nous on connaît. Donc on se dit tiens, on fait tout de suite le lien et le rapprochement, on se dit tout de suite probablement qu'elle est envoyée par Octavia, ou en tout cas elle doit avoir une relation de près ou de loin avec Octavia, probablement en tout cas. Donc ça pose question, qu'est-ce qui s'est passé? On se souvient qu'Octavia avait également eu des problèmes de mémoire sur cette zone, enfin, il y avait plein de choses comme ça où on attendait de savoir un peu ce qui allait se passer dans cette zone. Parce que voilà, cette zone était inconnue pour nous tous. Et moi j'aime bien ce genre de mystère. Et donc, cette fille, on la connaît pas, elle va fuir, parce que forcément, elle cherche une seule personne, puisque c'est la seule personne dont elle connaît le nom sur cet nouvel univers, c'est Bellamy. Sauf que Bellamy, lui, il a fait le chemin inverse, c'est-à-dire qu'au moment où elle sort, eh bien, Bellamy, lui, a été enlevé pour être emmené de l'autre côté. Donc ça pose, elle trouve aucun interlocuteur qui peut potentiellement la rassurer. Et donc là, ça pose vraiment le problème de à qui faire confiance dans un monde dans lequel vous connaissez personne. Et la question de la confiance a toujours été un thème majeur dans The 100. Mais je vais d'ailleurs vous dire un truc. Alors, ça va être... partez pas tout de suite, parce que là vous allez dire, je dis un truc banal, mais attendez la fin. Dans la science-fiction, il y a 4 thématiques majeures. N'importe quel film de science-fiction ou de série de science-fiction peut se ranger dans ces 4 catégories. La première catégorie, c'est bien sûr la science-fiction qui vise à se déplacer dans l'espace. La deuxième science-fiction, c'est le post-apocalyptique. On va généraliser ça comme ça, un peu à la Mad Max, c'est-à-dire le monde est auto-détruit, etc. Et le troisième, c'est le robotisme. Alors, on va schématiser le robotisme dans toutes ses variantes, c'est-à-dire l'homme, la machine, l'homme contre la machine, l'homme qui devient machine, la machine qui veut devenir un homme. On peut dire aussi l'homme qui rentre à l'intérieur d'une machine, un peu version Matrix, etc., etc. Peu importe le schéma que vous allez prendre, si on rentre du robotisme, ça marche. Et il reste un quatrième, je vous dis pas ce que c'est. Et en fait, la série The 100, ou The 100, avait coché ces 3 cases. Et il n'en manquait qu'une, qui n'avait pas encore été utilisée par la série, puisque on a du post-apocalyptique, puisque la Terre avait été complètement irradiée. On a une série qui se passe dans l'espace, donc voilà, on retrouvait ces marqueurs-là. Et bien sûr, le dernier est évident. Sauf qu'il manque un quatrième que je vous ai dit. Le quatrième, il pose question. Qu'est-ce que c'est à votre avis? Et je suis sûr que ceux qui sont fans de science-fiction le savent déjà. C'est bien sûr la modification temporelle, vous appelez ça comme vous voulez. Soit on remonte le temps, soit on accélère le temps, soit on va plus loin dans le futur, etc. etc. En gros, ces 4 catégories-là, les 4 catégories que je vous ai citées, sont les 4 thèmes majeurs de la science-fiction. Et donc, The 100 n'avait pas encore attaqué ce thème-là. Et elle s'y attaque aujourd'hui. Alors, je vous dis même pas le potentiel qu'a cette révélation qu'on a eue dans ce deuxième épisode, qui est amorcé dans la première, mais qui, parce qu'on découvre, on comprend tout de suite, quand elle nous révèle son prénom, qu'elle s'appelle Hope, et que là on comprend qu'elle s'appelle Hope, et là on se dit, tiens, c'est bizarre, Diyoza avait dit que sa fille s'appellerait Hope, et là tout de suite ça fait tilt, et tu te dis, tiens, pourtant, Diyoza, quand elle est partie, elle était encore enceinte. Donc, déjà, il y a un décalage temporel. C'est automatique, c'est réel. D'ailleurs, ce décalage temporel pose question, parce que ça veut dire qu'il va se passer beaucoup, il peut se passer beaucoup de choses de l'autre côté, et rien se passer dans notre monde, donc on risque d'avoir la partie peut-être avec Octavia, Diyoza et tous les autres, qui va avancer plus vite, question scénario, parce qu'il faudra rattraper, parce que en réalité, ce qui se passe dans le monde de Clark, eh ben, il peut pas se passer un grand moment en fait entre les deux. En tout cas, on va voir, parce que ils ont encore moyen de magouiller, je vais l'expliquer après. Et là donc, il se passe qu'on arrive, donc Octavia elle pensait arriver juste derrière Diyoza, sauf que non, en fait elle est partie à 1 minute d'écart on va dire, même pas, 30 secondes, et pourtant il s'est passé 3 mois. Donc ça donne une idée que en gros 1 minute dans le monde réel, ça correspondrait à 3 mois dans le monde fictif. Donc 4 minutes, ça représente quasiment 1 an. Donc ça va très vite en fait. Voilà, ça... Nous, on se rend pas compte, mais là, quand ils disent qu'ils sont restés peut-être 6 ans, en fait, 6 ans, c'est très long, mais 6 ans, si on le rapporte au temps, en fait, il s'est pas passé un long moment, quoi. C'est-à-dire que tu peux avoir disparu pendant peut-être une grosse dizaine de minutes. On va schématiser, ou 1 heure maximum, quoi. Donc ça peut être... donc en fait, c'est-à-dire que s'il se passe quelque chose dans cette zone, il faut que les gens, donc dans le monde de Clark et tous les autres, agissent suffisamment vite pour pouvoir régler le problème, parce qu'en 1 heure, il peut s'être passé un temps monstrueux de l'autre côté, et en gros, si vous voulez sauver quelqu'un qui est passé de l'autre côté, il sera mort avant que vous ayez pu faire quoi que ce soit. Donc, ça pose une question de gravité de ce qui se passe,
parce que ça veut dire qu'ils ne peuvent recevoir d'aide de la part de Clark et des autres. C'est impossible parce que le temps qu'ils réagissent, ça sera trop tard. En tout cas dans ce monde-là, dans cette partie prison. Parce que c'est ce qu'on découvre tout de suite dans l'épisode 2, c'est qu'il y a une prison. Et donc cette prison en fait accélère le temps. Comme ça fait que les gens qui sont envoyés dans cette prison, ils pourront réintégrer la société derrière. En fait, ils n'auront pas l'impression d'avoir perdu leur temps en gros. Ils pourront vite reprendre leur vie parce que voilà, eux ils auront vécu une longue peine, mais quand ils ressortiront, en fait pour le monde normal, leur peine aura duré que quelques heures, quelques jours, enfin voilà, elle n'aura pas duré longtemps. Ce qui est quand même extrêmement intéressant. Sauf que ce qu'on nous voit dans le générique, c'est qu'on voit, et d'après ce qu'on comprend aussi de ce qui nous est raconté avec les éléments qui nous ont été montrés dans la tablette, etc., c'est que le décalage temporel, parce que décalement ça ne veut rien dire, le décalage temporel, il a été créé par donc ce nouveau peuple qu'on ne connaît pas. Ce qui veut donc dire que là, ils ont un niveau technologique extrêmement avancé, parce que s'ils peuvent manipuler le temps, qu'ils peuvent le ralentir, l'accélérer, on peut imaginer qu'ils peuvent très bien aussi peut-être remonter le temps, peut-être aller dans le futur, en tout cas, etc. Comme je l'ai dit, dès qu'on commence à toucher à cette variable du temps, on peut vraiment aller très loin. On ne sait pas encore comment ça va aller, mais on peut aller loin. Et ce qui se passe, c'est qu'on comprend aussi que l'objectif de tout ça, c'était que la vie d'un humain, parce qu'en fait souvent on dit on peut pas atteindre une planète par exemple qui est très loin dans le système solaire parce qu'en fait on sera mort avant d'y arriver, parce que malheureusement on n'a pas une vie suffisamment longue. Sauf que si jamais on arrive à manipuler le temps, en fait on peut arriver jusqu'à là-bas. C'est pour ça qu'on a fait de la cryogénisation dans les premiers épisodes de The 100 qui aura permis d'arriver sur cette planète sur laquelle on est aujourd'hui. Ça c'est l'élément important. Mais là, l'élément le plus intéressant de la série, et ça c'est le truc le plus génial, c'est que on découvre que l'objectif c'est justement d'aller visiter tout l'univers. Et c'est ce qu'on voit dans le générique d'ailleurs, parce qu'on voit que y a une grande carte de l'espace, et que donc peut-être que la série va nous emmener sur d'autres planètes. Peut-être, on peut pas savoir, mais peut-être. Et que donc il y a plusieurs univers, plusieurs planètes, et que la planète dans laquelle on était nous, depuis en tout cas ce nouveau départ, ce new beginning on pourrait l'appeler, cette nouvelle ère, et bien en fait il y a un truc intéressant à se poser comme question, c'est est-ce que ces gens vivent sur la même planète que Clark? On peut imaginer que non, mais peut-être qu'ils vivent sur une lune à côté par exemple, peut-être qu'ils vivent sur une planète un peu plus loin. On peut pas savoir quelle est la distance entre ces planètes, parce que si jamais le temps n'est plus une notion, en fait la distance temps c'est quelque chose de, voilà, c'est un peu du modèle métaphysique, mais si ça se trouve, ils sont capables de faire des très longs trajets en quelques secondes parce que le temps n'a pas d'incidence sur eux. Alors on a vu qu'ils portaient des combinaisons justement parce que le temps avait un impact physiologique sur eux, en particulier sur la mémoire, et que donc ils ont besoin de cette combinaison. C'est ce qu'on comprend à peu près. Donc on voit que c'est pas sans danger et que c'est pas sans risque le voyage dans le temps. C'est bien parce que ça veut dire qu'il y a quand même des garde-fous. Donc ça peut être extrêmement intéressant pour la suite. Est-ce que par exemple il va pas y avoir un personnage qui va tenter le diable et passer de l'autre côté, il va avoir sa mémoire effacée et après etc. Enfin voilà, il y a des choses. Par exemple, ça veut dire que si jamais Octavia elle veut revenir dans notre monde, il va falloir qu'elle porte la combinaison parce que sinon elle aura perdu tout le savoir qu'elle aura appris de l'autre côté. Voilà, ça c'est des choses importantes à avoir en tête. Et donc Diyoza, elle a eu un enfant. Alors j'ai trouvé ça extrêmement touchant, moi par exemple, la relation entre Octavia, Diyoza et sa fille, donc Hope. Alors ça m'a fait beaucoup penser aux X-Men avec Hope Summers, hein, ça m'a fait beaucoup penser à ça, la fille de Cable, qui est en fait la fille qui représente le nouvel espoir dans les X-Men. Ça m'a fait beaucoup penser son prénom voilà, à ça. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Après, l'actrice est plutôt sympa, mais on n'a pas encore vu vraiment quelque chose de hyper intéressant sur son jeu. Donc attendons de voir ce que ça va donner. On a vu donc elles ont vécu une vie longue, prospère, et que en gros Octavia a tout fait pour essayer de revenir sans succès, et que à un moment Diyoza lui a dit d'abandonner en gros, et que Octavia a décidé de l'envoyer un message, et que ce message n'est malheureusement donc pas arrivé pour son frère. Et d'ailleurs, comme je l'ai dit, en fait, ça aurait aucun impact, puisque si ce message arrive chez son frère, par exemple, mettons, ils vont le chercher. S'ils mettent 1 heure pour aller chez son frère dans notre timeline à nous, je sais que c'est bien compliqué, hein, mais en gros, il va se passer 40 ans de l'autre côté, quoi. Enfin, je schématise, mais c'est énorme, vu que la distance, la différence de timeline est énorme. Et donc, on voit d'ailleurs que, hop, la bouteille est jetée, et que assez rapidement derrière, ils vont avoir la visite de quelqu'un. Donc ça veut dire qu'ils ont une armée qui est prête à agir très rapidement, parce que le décalage peut pas être très long, si vous m'avez suivi jusque-là.
Donc ça veut dire qu'il y a en tout cas cette armée, surtout qu'en plus ils ont dit des choses extrêmement intéressantes. Quand ils viennent les chercher, ils leur disent « on ne vous veut aucun mal ». Ce qui, vous allez me dire, c'est la première chose que vous n'allez pas dire aux gens « on veut vous buter, sinon forcément ils vont partir ». Mais le fait qu'ils le disent comme ça, et que la série vraiment, voilà, il y a vraiment cette façon de nous dire « mais vous inquiétez pas, on vous veut pas de mal », ça veut peut-être dire que ce peuple n'est pas négatif. Donc la question qui va se poser, c'est est-ce que ce sont des méchants? Est-ce que ce sont des personnes négative. Parce que quand on est arrivé, vous vous souvenez, qu'on avait vu ces dieux, enfin ces rois là qui étaient là, enfin ces divinités, ils avaient l'air tout à fait sympathiques quand on les a rencontrés. Et puis on s'est rendu compte que c'était des gens horribles. Là, c'est vrai que tout de suite on a un contact qui est pas terrible, sauf que bah là ça pourrait être le chemin inverse. C'est-à-dire qu'ils pourraient être peut-être des gens qui ne sont pas mauvais ou foncièrement mauvais. Donc on va voir. En tout cas, ça donne beaucoup de pistes. Donc Octavia et Diyoza ont été enlevés et on sont partis dans ce nouveau monde dont on ne sait rien. J'ai hâte de le découvrir personnellement. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Et de l'autre côté, elle est restée, leur fille, qui va, elle, réussir, on ne sait comment, à passer de l'autre côté et à rejoindre le monde de Clark. On va schématiser ça comme ça. Et donc, on a hâte de savoir. Et maintenant qu'ils sont revenus de l'autre côté, d'ailleurs ça m'a fait mourir de rire, quand on a découvert, quand le clochard jette la tablette au sol, mais tout le désespoir qu'il y avait quand cette tablette est tombée au sol, c'était incroyable. Et ils ont récupéré d'ailleurs pas mal de trucs aussi, par exemple de Solomonde, où il y en a un par exemple, il s'est recréé parce qu'il devient fou en tout seul, et bah ça récupère l'idée, vous savez quand il y avait eu le ballon de volley dans Solomonde, où quelqu'un parle avec son ballon de volley, bah là lui il parlait avec un crâne humain quoi. Donc voilà, c'est pas quelque chose de nouveau, c'est pareil, mais j'ai trouvé ça plutôt malin. Et on comprend, avec ce qu'il nous est raconté, que c'est une prison. Et qu'il a un code ici qui dit combien de temps, combien d'années de prison, on va schématiser ça comme ça, il doit rester sur place. Donc on voit que par exemple, il doit rester 8000 jours par exemple, ou j'en sais rien, ou 500 jours, ou 600 jours, et qu'on voit le compte se baisser progressivement sur son bras. Donc ça veut dire que ce lieu est une prison, que ce lieu, donc les personnes qui sont dessus sont des personnes plutôt méchantes, ce qui voudrait donc dire que si ce sont des méchants, je vais vraiment schématiser jusque là, ça voudrait donc dire que les gentils sont ceux qui viennent d'arriver. Même s'ils n'ont pas l'air sympathiques, par rapport à ce qu'ils ont dit, par rapport à l'attitude qu'ils ont, et par rapport au fait que cet endroit est une prison, donc qui vise sûrement à punir les criminels, ça voudrait probablement dire que ce peuple n'est pas un peuple méchant. On va voir, mais c'est ma théorie, je pense que ce n'est pas un peuple méchant, mais que par contre, peut-être que ils vont peut-être le devenir. Voilà, on peut pas savoir. Mais voilà, je garde mon suspense pour jusque-là. Voilà, donc ça c'est ce que j'ai à dire sur cette partie-là de l'histoire. De l'autre côté, sur la partie donc l'art scénaristique autour de Clark, autour de Murphy, bon, comme je l'ai dit, j'ai été un peu perdu au début, mais après j'ai raccroché les wagons. C'était plutôt sympa, moi j'ai beaucoup aimé, j'ai pris après quand je trouve que The 100 a toujours été génial quand il y a des situations de crise. Et que là justement, on sent une sorte de révolte qui vient là, mais ils veulent tuer le dernier dieu qui reste. Et là, on commence un peu à nous teaser des choses, à se dire, tiens, est-ce que ça serait bien de le tuer ou pas? En sachant qu'il a provoqué la mort de Clark. Clark, elle a l'air calme, et on va se rendre compte que c'est un geste de façade, et qu'en fait, elle n'est pas du tout calme du tout, et qu'elle aussi, elle aura envie de le tuer. Et que justement, la fin de l'épisode va nous prouver qu'elle a envie de le tuer, qu'elle veut le tuer. Et elle va se ranger de ce côté-là. Et de l'autre côté, les divinités, eux, par contre, ceux qui soutiennent encore les divinités, en particulier par exemple Murphy, qui se fait encore passer pour une divinité, un peu contre son gré, hein, mais voilà, qui s'en fait passer pour une, ça peut être, je sais pas trop, j'ai peur que ça tourne mal, moi, pour Murphy et sa copine, j'ai peur que ça tourne mal, son histoire, alors pourtant c'est mon personnage préféré hein, de The Undead, donc je serais très déçu. Et ce qui s'est passé, c'est que Clark décide donc, elle frappe le mec, etc., et là, ce qu'on découvre, c'est qu'ils ont récupéré l'élément scénaristique qui, pour moi, avait pas forcément eu l'impact que ça aurait dû avoir la dernière saison. Je crois que j'en avais parlé dans ma critique. C'est le fait que, avec la puce que vous avez derrière, et en fait, vous pouvez être contrôlé par quelqu'un un peu négatif, et ça peut vous faire changer votre personnalité. Et là, on voit, que le dernier dieu qui reste va se faire contrôler par cette entité sombre et que donc c'est pas fini. Ce qui veut donc dire que ce qu'ils ont fait pour sauver la fille de Clark n'a pas détruit cette entité. Elle est toujours là. Donc j'ai hâte de savoir ce que ça va donner pour voir, en sachant que l'acteur est toujours un personnage des personnages principaux, pardon. Donc il devrait pas mourir tout de suite.
En tout cas, c'est ce que je pense. Parce que s'il est dans les personnages principaux, je le vois pas mourir dans les 2 premiers épisodes, quoi. Sinon, ça serait un régulier ou un récurrent, ce que vous voulez, mais il serait pas... ou un invité à la limite. Mais vu qu'il est dans le casting comme personnage principal, je ne pense pas qu'il va mourir tout de suite. Donc je pense que ce qui vient de se passer là va avoir une importance capitale. Mais je ne sais pas quoi. Alors on voyait que le mec il voulait mourir. Maintenant, vu qu'il est contrôlé par quelqu'un, je suppose qu'il va avoir changé d'avis, il va plus vouloir mourir. Donc, est-ce que Clark va avoir des remords? Et pourtant, elle va dire, mais tu voulais mourir, je fais ce que tu m'as demandé. Et ça peut donner des discussions un peu étranges, et j'ai hâte de voir ce que ça va donner. Grosse déception par contre, c'est le personnage de Raven, qui dans ses 2 premiers épisodes doit avoir 22 secondes d'écran montre en main, qui est un personnage que moi j'adore depuis le début, et qui là honnêtement n'est absolument pas utilisé, rien du tout, ne cherchez pas. Elle est vraiment, c'est limite une figurante. Indra a plus de scènes que Raven, c'est pour vous dire. Donc je suis consterné parce que Raven c'est un personnage historique, c'est un iconique de The 100. Et là elle doit avoir mais une scène quoi. Et encore hein, une scène, c'est la scène dans la baraque et puis une scène dans le bar quoi. C'est tout. Elle a rien du tout quoi. Donc je trouve ça un peu dommage. C'est-à-dire que après vous allez me dire, ils avaient beaucoup de choses à mettre en place au début de saison, cette nouvelle terre, ce nouveau timeline, etc. Il y avait beaucoup de choses à mettre en place. Mais tout de même, on n'a pas vu du tout Raven. Donc j'espère que dans les suites des épisodes, on la verra plus. Je sais que le fait que son copain là qu'elle s'était créé soit mort dès le début de la saison dernière, alors que c'était pas du tout prévu, c'est juste que le mec a quitté la série. Ça les a peut-être foutus dans la merde, peut-être que ça a coupé certains projets, j'en sais rien, donc peut-être que le personnage a plus d'idées, par exemple, enfin, ils ont plus d'idées pour le personnage, donc j'espère que ils vont pas l'abandonner complètement et qu'elle serve plus à rien, quoi. C'est un super personnage Raven, j'espère qu'ils vont en faire quelque chose, quoi. Voilà, en tout cas j'ai été très satisfait de ces 2 premiers épisodes, même si par contre comme je vous l'ai dit j'étais un peu perturbé par ce tout début là, cette maison dans la prairie là, je m'en remets pas, c'était tellement bizarre dans l'univers de The Undead d'avoir un moment comme ça de paix très étrange, donc voilà, on est bien revenu maintenant dans les complications, on est bien revenu dans une situation un peu de conflit larvé, vous savez, un truc qui peut exploser à n'importe quel moment. C'est là-dessus pour moi que The Undead est la meilleure des séries, c'est vraiment dans cette situation là. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Voilà, donc n'hésitez pas à me dire vous ce que vous avez pensé de ce début de saison. Je sais pas si je vais faire une critique par épisode, soit j'en ferai une à la fin de la saison, soit j'en ferai une par épisode, je sais pas trop. Voilà, c'est vrai que j'aime bien moi faire des critiques par fin de saison, comme ça au moins j'ai le temps de tout voir et comme ça on a tout en tête. Après on verra si jamais ça vaut le coup et que les épisodes sont vraiment exceptionnels et qu'à chaque fois je me dis mais oh, il y a tellement de choses à dire sur ces épisodes, pourquoi pas, on verra. N'hésitez pas à me dire vous ce que vous en pensez dans les commentaires, est-ce que vous voudriez une critique par épisode ou à la fin de la saison, ça peut m'intéresser. Voilà, en tout cas ce qui m'intéresse le plus c'est bien sûr d'avoir vos retours sur ce début de saison. Si la vidéo vous a plu, vous pouvez la liker, vous pouvez vous abonner, vous pouvez la partager sur les réseaux sociaux. Le lien Utip est toujours dans la description, c'est pour me soutenir et pour améliorer le matériel de la chaîne. Et je vous en remercie beaucoup. Et on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Allez, ciao!